avec la Russie, c'est la possibilité pour la souveraineté et pour l'indépendance, la vraie indépendance de l'Afrique. Si on regarde les phases de décolonisation, nous pouvons voir qu'il y avait presque trois phases. Nous pouvons dire que la première étape, c'était la déclaration d'État indépendant à la place des anciennes colonies. Et donc, à cet stade, en fait, la dépendance est restée. Quand même, elle existait. C'était même en étant indépendant, c'était quand même la dépendance totale. La deuxième période de la décolonisation de l'Afrique a consisté en la construction d'États-nations. Donc là, il y avait le choix pour tout État d'Afrique pour voir à quelle idéologie ils vont s'allier, à quelle idéologie, libéralisme, soit nationalisme, soit communisme. Donc il y avait trois théories politiques et c'était le choix des États pour voir son route. Et donc c'était la période de la guerre froide, quand elle avait la contradiction entre les zones qui étaient contrôlées, qui étaient plutôt amicales vers l'Union soviétique ou les zones qui étaient favorables aux États occidentaux. Et donc, c'était aussi la période où il y avait quand même une sorte de colonisation. L'Union soviétique n'était pas un colonialiste, donc c'était la lutte anti-impérialiste qui était déclarée. Et donc, mais en même temps, nous pouvons dire que les pays qui étaient sous l'influence d'Occident, ils étaient restés dans la logique de colonialiste. Donc, il était dépendant de son colonialisme. Donc, maintenant, c'est le temps de la troisième étape de la décolonisation de l'Afrique. C'est la décolonisation profonde, ce que nous pouvons dire. Et c'est la phase où nous voyons que l'État africain devient de plus en plus indépendant, pas uniquement au niveau politique ou économique, mais aussi culturel. Par exemple, le cas de Mali montre qu'il y a cette étape de décolonisation profonde qui est faite parce que au Mali, c'est vraiment un cas historique de combat contre l'impérialisme français, nous pouvons dire, mais français qui est aussi l'impérialisme plutôt de l'hégémonie américaine. Il n'y a pas de la politique souveraine de France en Afrique, il y a plutôt la collaboration avec le modèle de libéralisme pur, libéralisme américain. Et donc, Mali a fait la lutte anti-impérialiste en mettant le stop, le bloc, non uniquement pour la dépendance politique ou économique, mais aussi sur le point de la culture, sur le point de rejeter la gémonie culturelle qui était produite par les chaînes de télé de France, c'était RFI et France 24. Et donc, c'est très important que cette décolonisation profonde se passe. Et nous pouvons dire que maintenant, pour la Russie et aussi pour la Chine et pour la Turquie, les trois joueurs, ces principaux continents africains, sont dans cette ligne pour cette décolonisation profonde. Donc, c'est qui est vraiment très important que l'Afrique maintenant s'installe sur cette route et la Russie ne fait que protéger cet choix de pays africains. Et c'est sûr que maintenant, elle aura l'effet de domino. Là, nous voyons Mali, nous avons vu aussi les pays qui est juste à côté de Mali. Et bientôt, nous allons voir le feu sur tous les continents. Mais le feu qui sera le feu révolutionnaire, le feu de le combat de la lutte anti-impérialiste. Et c'est très important que pour la Russie, et c'est pas du tout la question de contrôler l'Afrique, c'est la question de défendre le droit de décolonisation profonde pour l'Afrique elle-même. Et donc, la Russie, qui a toujours prôné un monde multipolaire, qui était toujours favorable au monde multipolaire, souhaite contribuer à cette troisième phase de colonisation tout ce qu'elle peut. Et donc, la Russie soutient l'idée de l'unité panafricaine. Et il y a beaucoup des analystes russes qui comprennent que c'est pas le panafricanisme. Donc, c'est vraiment un choix, c'est une voie pour l'Afrique d'installer l'indépendance dans son décolonisation profonde. Et donc, ce que maintenant la Russie fait, c'est de donner la base sécuritaire qui peut protéger cette lutte anti-impérialiste de pays africains. Donc, l'avenir de l'Afrique, c'est l'indépendance totale et c'est le fond de cette période, cette phase de décolonisation profonde. Et je crois que pour Mali, c'est un cas de succès extrême. Et donc, je suis sûre que les pays qui sont
à côté de Mali, vont aussi reprendre cette optique, cette logique du combat. C'est très important aussi l'expulsion de deux chaînes françaises. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le libéralisme ne fait pas la domination uniquement sur les fronts politiques et économiques, mais aussi, si on regarde par exemple et cite Antonio Gramsci, le néo-marxiste, il y a aussi la domination dans le plan de culture. Et donc, la France et le projet France-Afrique, qui existe toujours avec Macron, qui est toujours dans les têtes d'Élysée, dans le quai de Bramley, il mettait aussi les petits instruments de la domination culturelle sur le continent qui marchaient très, très, très bien. C'était les médias, c'était les films, c'était aussi les programmes, même pour les groupes musicaux, pour le développement de groupes, de clips et tous. Cette logique colonialiste de France existait dans les pays francophones. Elle existe toujours. Mali a fait un bon coup contre cet colonialisme brutal et la Russie soutient Mali et les autres pays à la République centrafricaine pour donner la possibilité pour l'Afrique de faire le combat contre le colonialisme. Et c'est très important aussi de la côté de comprendre ces choses, parce que c'est toujours en séduction d'entrer dans la logique colonialiste, mais ce qu'on voit, c'est qu'on parle avec nos experts pendant les conférences à Moscou, par exemple, nous discutons qu'est-ce que c'est le panafricanisme, quel est l'avenir de l'Afrique, comment il faut approcher la région, et notre but en tant que de l'Union de mouvement international et raciste, est aussi de comprendre comment c'est possible de construire l'Afrique unie euh, qui est très, très, très divers, qui a plusieurs ethnos, qui a plusieurs religions, qui a plusieurs traditions. Et donc, je crois que c'est très important pour nous, pour l'Afrique, et aussi, je suis sûre que la Russie, maintenant, suit la ligne de cette décolonisation profonde de l'Afrique. Elle est à ce processus et c'est très important. Et j'espère qu'il n'y aura pas de provocations comme nous voyons en Ukraine ou à Taïwan, mais tout est possible. Et si nous voyons ce projet de ce sommet de l'États-Unis et de l'Afrique qui aura place en décembre, le 13 et le 15 décembre, c'est en fait, c'est une possibilité de la déstabilisation. Il faut toujours faire attention aux tous les États, les essais de coup d'État. Et je suis sûre que maintenant, les États-Unis et la France vont prendre sous le contrôle, essayer de prendre sous le contrôle la région d'Afrique. Il faut être absolument attentif à tout ce qui passe maintenant là-bas. D'accord. Nous n'aurons malheureusement plus l'occasion de l'écouter, Daria Platonova Dugin, arrachée brutalement à la vie donc au terme d'un attentat à la bombe, son véhicule qui a explosé. Toute l'équipe d'ailleurs d'Afrique Média, toutes les équipes d'Afrique Média de Géopolitique Internationale lui souhaitent un repos éternel, un repos de son âme. Alors mesdames, messieurs, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec nos invités qui sont déjà installés. On parle donc de cette visite du 25 au 27 août prochain en Algérie du président français Emmanuel Macron, alors que les relations franco-algériennes sont on ne peut plus tendues ces derniers mois. Linda Larbaoui, bon après-midi à vous. Merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Certains analystes disent déjà que les voyages en Algérie du président français Emmanuel Macron ne se ressemblent en aucun cas. On se souvient encore du dernier voyage où il avait rencontré Abdelaziz Bouteflika. Alors, Lina Larbaoui, selon vous, que présage ce voyage dans cette visite d'Emmanuel Macron qui est déjà annoncée? Afrique Média, bonjour à notre ami Luc Michel et puis à tous nos téléspectateurs. Pour commencer, il y a déjà un dossier qui est sur la table, c'est celui de la Tunisie. On parle peut-être au risque qu'il y ait un sommet des trois pays. Peut-être que Kais Saïed risque de se joindre à ce duo pour étudier la situation en Tunisie, parce que les États-Unis, déjà par deux fois, c'est l'OTAN qui a menacé la Tunisie par deux fois, et il ne faut surtout pas qu'il y ait des interventions. Donc, Kais Saïed aussi, le président actuel de la Tunisie, qui subit pas mal de pression.
Il faudra qu'on en parle un jour, peut-être sur Afrique Média. Il y a une forte pression sur la Tunisie, surtout depuis qu'ils ont laissé passer le matériel militaire malien. Donc, il y a déjà ce dossier qui est en place. Il y a aussi le dossier de la Libye. Il faut que la Libye passe à un vote. Il faut qu'il y ait un président élu. Et jusqu'à là, il y avait la France n'était pas favorable, donc elle est dans le coup quand on a fait échouer le vote en Libye. Elle n'est pas innocente dans ce dossier. Il y a aussi le dossier malien. Et puis, il y a aussi un autre sujet dont on parle jamais, c'est la présence de la France en Méditerranée. La France, quand on calcule de ce qu'il lui reste comme hégémonie en Méditerranée, il lui reste entre 5 et 10%, pas plus, pour la simple raison qu'elle subit des pressions de la part des Italiens et des Espagnols, qui ne sont pas des amis de la France. La France les a combattus pendant pas mal de temps. Et c'est la France qui a réussi à casser l'hégémonie italienne parce qu'elle elle s'est accaparée en vérité du monde chrétien catholique. Et il y a l'Espagne aussi, puisque l'Espagne, tant que l'Espagne était une force maritime, 16e, 17e, 18e siècle, la France ne pouvait pas briller. Donc il fallait casser tout ça. Et quand on voit les accords qu'il y a entre l'Algérie et la Turquie aujourd'hui, la Turquie et la Libye aussi par Sarraj, et la France est enclavée. Et il lui reste pas beaucoup de terrain. Donc il y a ce dossier qui risque d'être évoqué aussi. Et le fait que l'Algérie choisisse l'Italie comme principal allié européen en Afrique, ça n'a pas plu du tout à la France. Et il y a aussi l'histoire de la francophonie et l'anglophonie, puisqu'à partir du mois de septembre, l'Algérie se dirige carrément vers l'anglophonie. Donc il y a pas mal de dossiers. Et ça ne sera pas comme avant, ça ne sera pas des visites organisées où les gens viennent applaudir. Puisque M. Macron, quand il est allé en Algérie la dernière fois, il y a un étudiant qui lui avait demandé est-ce qu'il comptait augmenter le nombre des visas d'étudiants. Macron a répondu clairement, méchamment, avec un ton odieux, et en lui disant mais un visa n'est pas un projet de vie. Donc l'Algérie d'aujourd'hui va démontrer carrément qu'il avait raison, que le visa n'est pas un projet de vie, et construire notre Afrique, notre pays, c'est ça qui est un projet de vie. Et merci. Oui, merci pour ce premier jet d'analyse. Luc Michel, bonsoir à vous. Merci d'être également en direct avec nous cet après-midi. Nous sommes heureux de vous avoir. Alors, Luc Michel, le président français Emmanuel Macron se rendra à Alger et à Oran en fin de semaine. À chaque fois, selon les analystes qui se plongent dans le sujet algérien, il met le feu, disent-ils. Mais la question que j'aimerais vous poser à Luc Michel, c'est pourquoi certains estiment déjà que cette relation est chaotique et donc peut-être, c'est vrai que depuis l'annonce de cette visite fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive, mais selon vous, pourquoi certains estiment que cette relation est chaotique? Il y a un contentieux très important entre la France et l'Algérie, puisque les Algériens ont dû faire la guerre d'Algérie pour se libérer, qui était une sale guerre. Mais cela, c'est encore des éléments qui viennent du passé. Aujourd'hui, le voyage de Macron prend place dans un contexte géopolitique nouveau. L'hebdomadaire français Le Point titrait Maghreb bon baiser de Russie. L'Afrique du Nord est en train de basculer du côté. L'Algérie, qui est le principal allié de Moscou dans la lutte pour l'hégémonie en Méditerranée occidentale, la Tunisie, qui est en train de s'éloigner des États-Unis, qui a été violemment critiquée par les Américains, mais même le Maroc, pour rester dans l'hebdomadaire Le Point, qui est un excellent hebdomadaire de géopolitique, mais qui révèle le point de vue français, le Maroc est en train de regarder sa relation avec Macron avec froideur. Il vient donc essayer, un peu comme partout en Afrique, de rattraper le terrain perdu. Maintenant, le contentieux avec l'Algérie, il est dû tout d'abord au dossier mémoriel. C'est-à-dire que Macron voudrait à la fois
solder le passé de la guerre d'Algérie, mais en même temps solder le passé des harkis, c'est-à-dire les collaborateurs algériens de l'armée française qui sont réfugiés en France depuis 1962. Il y a chez Macron ce qu'on appelle le en même temps, c'est-à-dire que Macron soutient des positions inconciliables parce qu'il veut plaire à tout le monde et il réussit à déplaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il voudrait à la fois flatter le sentiment anticolonialiste algérien, mais en même temps flatter le sentiment des harkis en France. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il a fait cette suggestion, lors de sa rencontre unique avec l'ancien président Bouteflika, Bouteflika lui a dit « Ah non, surtout pas ces traîtres, ceux qui sont au regard des Algériens ». Voilà donc pourquoi Macron il vient un peu essayer, moi je dirais, de labourer la mer et qui n'obtiendra pas de résultat. À cela s'ajoute un dernier dossier, c'est le dossier de la guerre du gaz et des hydrocarbures. Les Français se sont coupés de la Russie, ils savent que cet hiver il n'y aura pas de gaz russe et ils espèrent que les Algériens vont suppléer les fournitures que les Russes ne fournissent plus. Je crois qu'ils se trompent parce que tout simplement l'Algérie est l'alliée de la Russie et elle est un État important de l'association des États producteurs de gaz avec précisément la Russie, l'Iran et le Venezuela. C'est donc un peu comme partout en Afrique, Macron qui court derrière un objectif qui est impossible. Michel, pour ce premier jet d'analyse. Alors, Linda Larbaoui, revenons justement à l'année 2017, hein, la visite la dernière visite d'Emmanuel Macron en Algérie, où il avait prononcé cette phrase, hein, qui au sein de certaines classes politiques avait fait polémique. La colonisation est un crime contre l'humanité, avait-il déclaré 5 ans plus tard. Linda Larbaoui, que pensez-vous? Que va-t-il se passer lors de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie? Il y a déjà le dossier des archives. Le dossier des archives, quand on entend les déclarations du président Tebboune, il l'a dit à plusieurs reprises et à chaque fois qu'il a été interviewé, ce dossier, il faut qu'il soit traité. La France, quand elle a quitté l'Algérie, elle est partie avec les archives françaises, bien sûr, mais elle est partie aussi avec les archives qui démarrent du 12e siècle, 13e siècle, je ne sais plus exactement, et qui va jusqu'à l'occupation. Donc ces archives-là ne la concernaient pas, et par le traité d'Évian et par les droits internationaux, il fallait qu'elle remette tout ça à l'Algérie. Elle n'a jamais voulu le faire. Pourquoi? Parce que dans ces archives, si nous sommes détenteurs de ces archives, Macron ne pourra pas se permettre de dire est-ce qu'il y avait un État algérien avant la France. Il y a beaucoup de choses dans ces archives. Il y a également la traite négrière, parce qu'on parle toujours des esclaves africains qui ont été emmenés en Amérique, mais il y a l'inverse aussi, parce que on nous a divisés et on nous a fait croire à un certain moment, il y avait un acharnement sur les réseaux sociaux qui a duré pas mal d'années, mais par rapport au port de Béjaïa, où on disait que les Algériens c'était des négriers. C'est tout le contraire et ces archives le prouvent. C'était quoi? À chaque fois qu'il y avait un bateau qui partait en destination de l'Amérique, et ben ce qu'on a appelé le royaume d'Alger ou la régence d'Alger, et ben se vengeait et elle allait sur les côtes européennes et puis les Algériens, ils prenaient des Européens pour les réduire à l'esclavage, pour se venger. Ce côté-là, on n'en parle pas et c'est un dossier qui est méconnu. Donc ça fait partie des dossiers que l'Algérie réclame. Ça va rétablir beaucoup de choses. Et puis il y a aussi l'histoire du Sahel, les tribus du Sahel. Tout ça, ça a été archivé. Les plus grands archiveurs, c'était les Ottomans à l'époque et l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman. Donc on a beaucoup de documents qui attestent sur beaucoup d'événements. Il y a aussi l'histoire de la dette française, puisqu'ils sont venus occuper l'Algérie. Donc, c'est à travers l'Algérie qu'ils sont passés à toute l'Afrique pour une histoire de blé qui n'a jamais été payé, mais aussi une dette d'argent.
Donc, c'est beaucoup plus profond les relations entre l'Algérie et la France. Donc, Monsieur Tebboune, le président Tebboune, et à chaque fois, il insiste là-dessus. Mais il insiste aussi, bien sûr, sur le travail mémoriel. Et ça, on est confronté à deux lobbies qui sont en France, c'est le lobby de la France-Afrique, mais le lobby aussi de l'Algérie française. Quand je dis l'Algérie française, on a visiblement été coupé avec Lina Larbaoui. J'espère que la connexion sera très rapidement rétablie. Alors, Luc Michel, tout à l'heure, vous parliez justement du point. Et justement, en parlant de cette visite, hein, le point dit que ces 3 jours, les 3 jours de cette visite d'Emmanuel Macron, mais qui ne veulent pas que ces dossiers se règlent. Et tant que ces dossiers ne se règlent pas, on ne peut pas avancer. Parce que pour le moment, que veut la France? Elle veut mettre au même niveau l'agressé et l'agresseur. Celui qui a subi est le bourreau. Et ça, ce n'est pas possible. C'est pas ça le travail que demandent les Algériens. À la limite, nous demandons même pas une repentance ni un pardon. C'est une reconnaissance. Et la France a peur de ça. Elle a peur qu'il y ait des suites derrière et que les Algériens demandent des dédommagements, comme le dossier du nucléaire. Ce sont 17 bombes qui ont explosé dans le Sahel. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 17 bombes nucléaires? C'est arrivé et prouvé par des médecins, tout ça jusqu'au Soudan, jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina. Il y a eu des particules nucléaires. Mais le plus important, ce n'est pas les 17 bombes qui ont explosé, c'est que tout le matériel qui a été utilisé par les Français, eh ben, les Français ont été très charitables et ils l'ont donné aux Africains. Les voitures, tout ce qui est métal, tout ça, ils ont donné tout ça au peuple africain pour qu'ils puissent s'en servir à bon escient, alors que c'était du matériel contaminé. La France ne veut pas ouvrir ces dossiers parce que ça va la mettre face à ce qu'elle est. Un pays colonialiste et un pays qui n'a jamais reconnu ses erreurs et qui n'a jamais reconnu ses crimes. Ce n'est pas le pays des droits de l'homme. À partir du moment où on doit de l'argent et on doit de la nourriture et on ne veut pas payer, et ben qu'on s'arrête là. Non, ils ont fait beaucoup plus, ils sont venus envahir. On a connu les enfumades, on a connu les emmurades. C'est quoi l'enfumade? C'est qu'on mettait les gens dans des grottes et on allumait les feux et c'est tout fait. Les emmurades, on emmurait des gens dans des grottes. C'était des tribus entières que la France a exterminées. Les Acha, par exemple, ils restaient apparemment, d'après les témoignages des colons de l'époque, hein, des maréchaux qui ont fait ça. Il restait une petite fille qui était vivante et puis qui restait vivante et on l'a ramenée en France. Donc, on n'a jamais su ce qu'elle est devenue après. Mais tout ça, la France ne veut pas ouvrir ces côtés-là de ses archives parce que, encore une fois, eh ben, le monde entier va découvrir le vrai pays des soi-disant droits de l'homme. Et ça reste une blessure parce qu'en 62, quand on a signé les accords, quand on en a fini avec la France, et puis c'était le cessez-le-feu, à partir du mois de mars, le 19 mars, et ben là, on a eu l'OAS. Et bizarrement aussi, quand on voit ce qui s'est passé pendant le putsch, le général Morillon était avec les putschistes, et ben monsieur n'a pas été emprisonné. On l'a retrouvé en 95 à Srebrenica. C'est lui qui a fait l'opération de Srebrenica. Il était avec Bernard Kouchner à l'époque, et puis il y avait aussi les deux généraux serbes de l'époque, j'ai oublié leur nom. Donc, comment se fait-il qu'un putschiste, on le retrouve plus tard? Donc, tout ça, c'était des manigances et ça n'a pas arrêté jusqu'en 82, quand on a commencé à alimenter le terrorisme et ça a explosé. L'explosion était en 92, mais le terrorisme en Algérie a commencé à partir de 1982, à l'arrivée de Mitterrand. Donc, tout ça,
ça veut dire ça suffit, ça veut dire on change de logiciel avec la France. Et ce que Macron veut, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est ça le plus important pour les Algériens. Et il y a eu plusieurs visites de prévues et à chaque fois ça a été annulé. Cette fois-ci, apparemment, ça tient la route, mais qu'est-ce qu'il a entre les mains, qu'est-ce qu'il a à offrir? Et c'est ça que tout le peuple algérien attend aujourd'hui. Surtout pas le pardon ni la repentance. Nous voulons une reconnaissance de tout ce qui a été pratiqué sur le peuple algérien. C'est ça que le peuple algérien attend aujourd'hui de ce nouveau gouvernement et de cette nouvelle Algérie. Bah oui, je vais certainement rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais avant, je reviens vers vous, Luc Michel. Alors, 3 jours à risque pour Emmanuel Macron en Algérie. Selon vous, Luc Michel, pourquoi certains analystes pensent que il s'agira là d'un séjour périlleux pour Emmanuel Macron? Luc Michel, est-ce que vous m'entendez? Luc Michel, est-ce que vous m'entendez? Allez-y, on oui, vous parce entend. que Macron vient dans un contexte géopolitique où la France est fragilisée. Elle a été chassée du Mali et elle est victime d'un sentiment anti-français dans tout l'ancien précaré français. Et à côté de ça, elle est marginalisée par les Américains qui veulent prendre la place des Français dans l'ancien précaré. Macron se rend en Algérie, dans un pays où les dossiers de contentieux se sont accumulés. Il y a le dossier des archives dont parlait Linda, il y a le dossier mémoriel, donc lié aux questions de la guerre d'Algérie, il y a la question du gaz, évidemment, il y a la question des visas, et tout cela s'accumule. Évidemment, donc Macron vient un peu pour mission impossible. Il vient pour essayer de rattraper des dossiers, ce qu'il ne sera pas capable de faire, je pense. Et à côté de ça, il est évidemment dans un Maghreb, dans une Afrique du Nord, qui est en train de se tourner vers la Russie et dans lequel la France n'a plus sa place. D'accord. Merci Luc Michel. J'espère que ce n'est pas la connexion qui est... D'accord. En tout cas, est-ce que Luc Michel... Non, j'ai terminé, Linda. D'accord. Ok, très bien. Merci Luc Michel. Alors, Linda, je rebondis rapidement. Le standard et permettre à nos téléspectateurs de réagir sur cette thématique unique. Vous pouvez nous joindre en direct, fidèles téléspectateurs, pour aborder avec nous ce sujet, voilà, concernant donc la visite annoncée du président français Emmanuel Macron en Algérie du 25 au 27 août prochain. Ou alors, pourquoi pas rendre également un dernier hommage à Daria Platonova, notre consoeur et journaliste qui est parti brusquement avant-hier. Alors Linda, je reviens vers vous parce que vous disiez à l'instant qu'il ne s'agit pas de pardon. Alors, vous ne voulez pas de pardon, qu'il s'agit de qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a en main, qu'est-ce qu'il a à offrir. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous attendez, qu'attendez-vous, que souhaitez-vous qu'il vous offre Emmanuel Macron, Linda Larbaoui? Que la France n'a rien à nous offrir. La France doit nous rendre ce qu'elle a pris. Elle a pris par exemple l'emblème d'Alger, Bab el-Merzoug, qui est un canon très réputé qu'elle a implanté en Bretagne par exemple, et ça a été réclamé. Nous attendons les 93 tonnes de pièces d'or, le paiement du blé qui avait sauvé la France de la famine, parce que après tout ce que Napoléon avait fait, les Européens avaient fait embargo sur la France. Nous attendons les dossiers des disparus, parce qu'il y a eu pas mal de disparus. Nous attendons beaucoup de choses. Vous savez, si vous prenez mon exemple, moi j'ai cherché ici en France et à travers les archives françaises, par exemple, ma famille avait été déplacée 3 fois, 1853, 1883 et 1897. Et mon arrière-arrière-grand-père, par exemple,
il avait encore labouré des terres et il les a rendues fertiles et on lui a saisi encore une fois, donc il s'est débattu et il a été condamné au bagne et il est mort au bagne. Il m'a fallu 2017 pour pouvoir accéder aux archives. Pourquoi? Parce que les archives du bagne, c'est 120 ans. Et ma famille était dans le combat depuis. Nous sommes encore dans le combat. Quand est-ce que la France va nous ficher la paix une fois pour toutes? C'est ça que les Algériens attendent aujourd'hui. J'ai envie de rentrer dans mon pays. Je veux construire mon pays. Je veux que mon fils aille s'épanouir dans son pays. Ce n'est pas que mon cas, c'est le cas de pas mal d'Africains et pas mal d'Algériens. Il y a eu aussi en Nouvelle-Calédonie, 50% de la population, elle est descendante du bagne. Ce sont des Algériens, petits-fils d'Algériens, arrière-petits-fils d'Algériens. Nous attendons ces archives-là. Maintenant que Macron vienne nous dire pardon, à quoi ça va servir? Est-ce que ça va me rendre mon arrière-grand-père? Non. Est-ce que ces Calédoniens qu'on a implantés en Nouvelle-Calédonie, qui sont morts là-bas, déportés, transportés, est-ce que ça va les rendre? Non. Donc, un pardon, on n'en veut pas. Encore une fois, c'est une reconnaissance de tous ces crimes, déjà d'une part, et de deux, on veut savoir ce que veut la France. Qu'est-ce qu'elle fait avec tous les terroristes qui sont condamnés par l'État algérien qu'elle ne veut pas non plus remettre à l'Algérie. Des gens sur qui il y a des preuves. Quand je parle de Mourad Dehina, c'est un homme dangereux. C'est son équipe qui a démoli la Libye. C'est Rached, ancien GIA, ancien FIDA qui a démoli la Libye. Ils sont toujours actifs, ces gens-là. Pourquoi ils ne veulent pas nous les remettre? Au moins, il y a des familles qui veulent faire leur deuil, qui ont perdu des fils, des pères, qui veulent faire leur deuil. Pourquoi? C'est ça que nous attendons. Il faut qu'ils nous donnent ces terroristes-là qui sont planqués en France et qui manigancent encore contre l'Afrique. On retrouve encore leur équipe dans le Sahel. La dernière équipe, là, les descendants des terroristes que l'armée malienne a éliminés, ils font partie de Rached, ils font partie de l'ancienne GIA. Et la France couvre leur patron. C'est ça que nous attendons. Maintenant, que peut nous apporter Macron? Vu que l'Algérie a d'autres partenaires aujourd'hui, comme l'Italie, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde aussi, l'Inde c'est un pays important, comme l'Iran, eh bien, la France n'a rien à nous apporter. Nous avons le gaz, nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium. C'est nous qui avons les matières premières. Et maintenant, qu'est-ce que la France nous a fait? Elle nous a pris même les matières grises. Il y a 15 000 médecins algériens formés par l'Algérie qui ont été récupérés par la France au moment où on a commencé à tuer des médecins. Les terroristes commençaient à liquider les médecins, donc la France les a récupérés. Eh bien, nous attendons de récupérer nos matières grises, ceux qui ont été formés par l'Algérie avec de l'argent algérien et tout était gratuit. La scolarité est gratuite en Algérie. C'est ça que nous attendons. Et nous attendons que la France change sa politique parce que, comme l'a dit le Chinois le jour où il a rencontré le Russe, je parle des deux présidents, le jeu est fini. Ça, c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui nous sommes en train de jouer. Et c'est terminé. Il faut que la France aille vers autre chose, changer sa politique, à soutenir des terroristes, à faire des coups bas. Il y a le jour où les Français quittaient, l'armée française quittait le Mali, le même jour, 119 départs de feu en Algérie. On nous a tout brûlé. L'année dernière, on a enterré des morts et cette année, pareil. Et nous savons, puisque l'année dernière, il y a des dossiers qui sont établis, c'est lié au groupe séparatiste du MAC qui est protégé par la France. Donc, jusqu'à quand tout ça? Les 119 départs de feu en même temps, qui les a fait? Ça, c'était pas naturel et nous le savons et nous avons des preuves. Et il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont parlé. Donc, c'est ça que nous attendons de la France, qu'elle nous laisse vivre en paix. C'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que veut le peuple algérien. Et quand je parle de ça, je peux parler au nom du peuple algérien. Nous voulons la paix dans notre pays. C'est tout ce que nous demandons. D'accord, merci beaucoup à vous, Linda Larbaoui. Luc Michel, on revient vers vous. Dans un instant, le temps pour nous d'ouvrir le stand-by et permettre à nos téléspectateurs de réagir également sur cette thématique ce soir. Au téléphone, on va retrouver Monsieur Prosper qui nous appelle de la ville de Yaoundé au Cameroun, la cité capitale. Bonsoir à vous, bienvenue, vous êtes en direct.
beaucoup. Je salue l'Amazon qui est journaliste. Je salue l'Amazon Linda Labawi. Je remercie le panafricaniste Luc Michel, mon mentor. Ça fait 10 ans que je suis l'émission Afrique Média et j'ai décidé d'intervenir aujourd'hui. Selon les leçons que j'ai eu à apprendre, parce que pour moi, Afrique Média est une faculté, j'ai dû apprendre à Afrique Média et ça, c'est une vérité certaine. L'Algérie est le cerveau de l'Afrique. Le Mali est le cœur et le poumon de l'Afrique. Le fait que Macron se lève pour aller en Algérie, ce n'est pas anodin. Mais il perd son temps. Sincèrement, il perd son temps. Et tout ce qu'il va devoir faire là-bas, c'est peine perdue. À mon avis, même on ne devrait même pas le recevoir en Algérie. Parce que l'Algérie est est une nation sensible, c'est la nation pivot pour la libération de l'Afrique. Donc la France est en pleine dégringolade. Avec le coup qu'ils ont reçu ici au Cameroun, maintenant, ils sont partis de ça, la queue entre les jambes. Ils se retrouvent maintenant qu'il faut aller négocier en Algérie. Ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra plus passer. Les jeunes panafricains sont éveillés. Le travail qu'Afrique Média a mené depuis 10 ans est en train de payer. Donc, c'est peine perdue. On va mieux écouter Macron pour savoir comment relancer. Il est allé vers le cerveau et le cerveau va lui montrer de quoi est-ce que l'Afrique est capable. Je vous remercie. De cette édition d'Appel sur le continent, le standard reste encore et toujours ouvert. Vous composez tout simplement les numéros de téléphone qui se trouvent au bas de votre petit écran à la maison et vous êtes en direct sur Afrique Média. Alors, j'aimerais revenir avec vous, Luc Michel. Alors, cette visite, tout à l'heure, vous disiez à l'entame de vos propos que cette visite intervient dans un contexte géopolitique particulier. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que cette visite peut réellement, selon vous, permettre de clore les mois de crise, hein, cette succession de mois de crise diplomatique, justement, sur la question notamment mémorielle entre les deux pays? Non, il n'y a pas de possibilité. Il faut comprendre que le passif colonial que Linda a soulevé, c'est le même dans tous les pays. Il y a eu il y a quelques semaines une visite du roi des Belges au Congo, l'ancienne puissance coloniale du Congo belge. Ça a été la même chose. C'est-à-dire que les colons voudraient qu'on clôture les dossiers et qu'on mette côte à côte l'opprimé et l'oppresseur et qu'on fasse de ce problème un problème d'historien et d'archives. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a encore une souffrance et un passif colonial et que les peuples colonisés en Algérie ou au Congo, par exemple, ils souffrent dans le fait. C'est pour ça que Macron n'a aucune chance, parce que Macron s'est fait le chance de celui qui voudrait justement faire tabula rasa, faire un problème d'historien à ce qui est un problème de souffrance. Lorsqu'il vient soulever à la face des Algériens le passif de la guerre d'Algérie, mais en même temps la question des harkis, Macron montre simplement qu'il ne comprend rien à la mémoire des peuples colonisés. D'accord. Alors, Linda, merci beaucoup, Luc Michel. Linda, j'aimerais justement qu'on revienne sur ces incendies notamment. Est-ce que vous m'entendez, Linda? Ou alors Luc Michel s'exprime-t-il toujours? Oui, oui, je vous entends. Je vous entends. D'accord, ok, je reviens vers vous sous peu, Linda. On va retourner au standard et prendre cet autre téléspectateur qui nous a rejoint en direct, Zerfel. Bonjour à vous, bienvenue, vous êtes en direct. Je vais me chercher les clés, tu vois, c'est ça qui est clé. Allô, bonsoir à vous, Zerfel, bienvenue, vous êtes en direct sur la télévision. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Zerfel, bienvenue, vous êtes en direct. Allô?
Ok, bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, les techniciens. Bonsoir, Afrique Média. Mais avant de commencer d'abord les choses, votre sujet, parce que je dois souligner quelque chose qui est depuis quelques jours que, comment dire, le standard, on ne peut même pas intervenir quand vous faites des émissions maintenant sur Afrique Média, parce que ça fait des semaines, si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a des bonnes émissions. Il y a des émissions qui passent que vraiment les auditeurs veulent intervenir, mais le standard est fermé. Même j'ai essayé d'envoyer des mots, des choses au directeur des programmes, bon, pour que vraiment il nous permette d'intervenir, même si c'est un autre programme qui n'est pas politique, économique, on a besoin de dire quelque chose. Ce n'est pas seulement ceux qui viennent sur le plateau qui peuvent convaincre comment dire, tous les citoyens de choses d'Afrique. Donc, essayez de voir ce côté comme un standard pour que nous puissions intervenir, s'il vous plaît. Merci. C'était une parenthèse. Maintenant, je viens sur le cas de Macron qui s'en va en Algérie. Parce que, comment dire, autrefois, les Algériens avaient fermé l'espace aérien pour ne pas que les avions, des Français puissent survoler le territoire. Mais quand ils arrivent là-bas aujourd'hui, avec tous ces tensions qui sont entre la France aujourd'hui, avec la France et le Mali, moi, je demande des choses à nos frères algériens de ne même pas céder. De ne même pas céder pour que ces avions-là puissent passer dans l'espace de choses algériens pour faire du mal à leurs frères. Ça, c'est la moindre des choses que moi, je demande aux Algériens. Parce que nous sommes tous dans ce continent-là. Les gars, ça fait longtemps qu'ils nous piétinent. Mais là, ce que Dieu a fait aujourd'hui, qu'on commence à ouvrir les choses, comment dire, à sortir la tête de l'eau, il faut que vraiment on soit soudés pour ne pas que vraiment ces blancs-là, ils arrêtent maintenant de piller ce continent-là, qui est riche, et ces enfants meurent toujours partout, dans le désert, dans l'eau. Alors, que nous avons des richesses qui peuvent vraiment même nourrir ce continent européen dont on parle. Alors, donc, il faut que moi, je demande comment dire, aux Algériens de ne pas céder. Mais s'il vient, cette visite-là, peut-être c'est pour venir dire ce qu'ils pensent, mais de ne pas céder. Parce que quand on dit, on dit. Parce que eux, aujourd'hui, quand ils ont cette position-là, dans la position dans laquelle je trouve aujourd'hui, voici un frère, comment dire, qui est à côté du Mali, je parle du Niger, qui a cédé son territoire aux Français pour qu'on fasse du mal à son frère. Mais ce qui est là, on va régler ça peu à peu, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, comme il est venu, il est parti en Algérie, moi, je demande aux Algériens, s'il vous plaît, ne laissez pas ce monsieur vous convaincre, vous corrompre ou vous faire chanter des choses qui n'ont rien à voir avec la vie que nous menons aujourd'hui. Ça, on a trop vu les chansons, ce sont les mêmes choses, ce qu'ils ont fait pendant des années et ils continuent de faire et ils viennent toujours pour nous amadouer et puis on tombe dans leur panier là. C'est fini. Parce qu'on voit, on a déjà vu le secret de ces gens-là, on peut céder. Alors, je m'arrête là et puis je dis bien des choses au directeur d'Afrique Média, sans oublier le directeur des programmes. Il faut que vraiment il nous permette d'intervenir aussi sur Afrique Média. Merci beaucoup à vous, Zafel. Écoutez, c'est nous qui vous remercions pour votre intervention. Toute l'équipe technique s'attelle justement à remettre sur les rails le standard qui avait quelques petits soucis. D'ailleurs, rassurez-vous, il est désormais parfaitement opérationnel. Le standard reste encore et toujours ouvert. On va poursuivre avec vous, Linda Larbaoui. Alors, Linda Larbaoui, un fait d'actualité justement. Le président français Emmanuel Macron, d'après ce qui a été reporté par certains médias au terme de son entretien téléphonique avec le président algérien, a par exemple fait part à son homologue de sa disponibilité, de la disponibilité de la France, j'allais dire, a fourni à l'Algérie des moyens terrestres et aériens pour faire face justement à ces incendies-là, ces incendies qu'il faut le dire ont menacé l'Algérie mercredi et jeudi, notamment le nord de l'Algérie, et a fait environ 30 morts. Tout au moins. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de cette aide-là, de cette main tendue d'Emmanuel Macron?
que l'année dernière, quand on nous a proposé les Canadair, il y avait autre chose avec un avion pilote, mais c'était un avion d'espionnage aussi. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'armée algérienne ne collabore pas avec l'armée française. On n'achète pas un boulon, on ne l'achète pas. Un clou, l'armée algérienne ne l'achète pas à la France. Ça, c'est une règle. L'armée algérienne, c'est la suite de l'armée de libération, tout simplement. Tous les matins, quand ils sont en garde à vous, ils prient pour les martyrs. L'Algérien a, pour répondre au monsieur qui était là, je le remercie, nous avons une dette de sang. Arme à la main, l'Algérie comptabilise 5 640 000 morts. Armes à la main ou morts dans les prisons, ils ont été arrêtés parce qu'ils se sont rebellés contre les Français. 5 640 000, c'est pas anodin et c'est pas, mais c'est très lourd, c'est très très lourd. La facture était très lourde pour que l'Algérie se libère. Donc ça, l'armée algérienne n'acceptera jamais que une aide de la France. On l'accepte, on n'a pas besoin d'aide, on a besoin d'une chose. Encore une fois, qui c'est qui a fait tous ces feux de l'année dernière et cette année, on n'a pas tous les éléments. L'année dernière, c'était les éléments du MAC. Il faut rappeler que quand Idriss Déby, père son âme, est décédé, il a été tué, il venait juste de remettre aux Algériens des dossiers concernant des terroristes du MAC qui s'entraînaient dans la base française. Ça, j'en ai parlé une ou deux fois, je le dis encore aujourd'hui. Donc, Idriss Déby avait donné à l'Algérie ces dossiers-là concernant des activistes du MAC. Le MAC, c'est le mouvement de libération de la Kabylie. Il ne dépasse pas les 500-600 membres. Moi-même, je suis kabyle, je suis une kabyle de Sétif. Donc, il y a déjà une double douleur. On salit les kabyles, et puis il y a aussi l'événement de Sétif, Galma et Kharata en 1945, où ma famille, encore une fois, a subi. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, comment on ne peut pas être pyromane et pompier, ce n'est pas possible, parce que le pompier pyromane est en réalité un pyromane, un malade, voilà. La France, elle nous a jamais tendu la main pour tendre la main pour aider. Quand nous l'avons aidé par le passé, et plusieurs fois, et ben quand nous l'avons aidé, et ben la main qu'on lui a tendue, elle l'a mordue. Parce que ce que la France ne dit pas sur son passé, c'est que les Français le royaume de France était constamment agressé par les Espagnols ou par les Britanniques. Et c'était l'alliance avec l'Algérie et l'Empire ottoman qui a mis fin à toutes ces agressions, qui a permis à la flotte française de sortir en Méditerranée. Après, j'ai rappelé aussi, quand il y a eu la Révolution française, le Dey d'Alger a prêté de l'argent au roi de France pour le sortir, pas au roi de France, au consul à Napoléon, pour les sortir de la faim. Après, ça a été très loin. La première commande de blé, c'était à l'époque de Napoléon. Encore une fois, le Dey d'Alger, il donne du blé à Napoléon pour sortir la France de la famine. Ça continue sur 30 ans. Et le jour où le Dey a réclamé l'argent, qui n'était pas le sien, c'était le peuple des paysans. Et bien là, il y a eu l'histoire de l'éventail, et puis le consul de France a été bien sûr humilié, donc il fallait prendre revanche, et on nous a envoyé tout un... Il y a une chose aussi que j'aimerais expliquer, c'est que quand les Français ont débarqué en Algérie, c'était sous forme de croisade. Ils ont fait croire que c'était une croisade. C'était sous Charles X. Donc on a utilisé des Espagnols, des Maltais, des Italiens, des Belges, des Hollandais pour une croisade. Et une fois que l'opération était réussie, eh ben, on a destitué Charles X encore une fois et on s'est débarrassé de la royauté. Et ils ont continué dans leurs crimes. Ils ont continué jusqu'à l'histoire du MAC. Et ben, Farhat Mhenni, le président du MAC, est réclamé par l'Algérie pour des actes terroristes avec des preuves.
et la France ne veut pas le donner sous prétexte qu'il a la nationalité française. Alors comment voulez-vous coopérer avec un pays qui est toujours là en train d'essayer de vous battre? Donc notre combat à nous, ma génération à moi, c'est la génération d'après-guerre. Donc la véritable guerre avec les armes s'est terminée le 5 juillet 62 et nous sommes rentrés dans une autre guerre, une guerre, je ne vais pas appeler ça une guerre hybride, c'est plus une guerre secrète que la France nous a fait, des disparitions. Je vais vous raconter une anecdote. En 2020, manque d'huile, donc les gens commençaient à paniquer, il n'y a pas d'huile, l'huile pour cuisiner. Et puis là, on se rend compte de quoi? Les autorités algériennes arrêtent le chauffeur un chauffeur de l'ambassade de France qui, lui, achetait tous les stocks à l'usine. Et il les planquait dans... Mais jusqu'à quand tout ça va durer? Les guerres secrètes existent, c'est pas une théorie du complot. On l'a vu dans pas mal de pays africains. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Là, le feu, c'est parce qu'on a vu le feu, parce qu'il y a eu des morts que tout le monde a vu à la télé, mais il y a eu d'autres histoires où les gens sont morts aussi, et puis on n'en a pas parlé parce que il n'y a pas eu de fumée. Mais vous pouvez me croire que c'est pas fini avec eux et ça va continuer, et nous le savons. Donc, ça me rappelle, c'est bizarre, ça me rappelle la main tendue du roi du Maroc. Ça me rappelle exactement ça. Il y a un mois, il était là, il tend la main à l'Algérie, il veut qu'on lui ouvre les frontières. Et puis, il y a une semaine, son moufti, il fait une fatwa pour qu'on aille au djihad dans le Sahel. Donc, c'est la même pièce avec les deux revers. Hein. C'est la même chose. C'est la France qui est derrière le Maroc et puis ils ont les mêmes pratiques. Donc, ça me rappelle un peu ça. J'ai pas confiance et le peuple algérien non plus. Là, il y a un historien algérien qui, lui, n'a pas réussi à enterrer son père et son père n'a pas de tombe puisque l'armée française l'avait arrêté, ils l'ont jeté pendant la guerre d'Algérie et ils l'ont jeté par un hélico. Donc, il a toujours dit dans ses livres que la France est l'ennemi d'hier, d'aujourd'hui et ça sera l'ennemi de demain. Linda Larbaoui pour toutes ces analyses. On va retourner au standard avant de repasser la parole à Luc Michel et on va retrouver Roland Kenny qui nous a rejoint en direct. Bonsoir à vous, cher Roland, bienvenue, vous êtes en direct. Bonsoir, confirmez-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, on vous écoute. Ok, bonsoir à toute l'équipe Afrique Média et bonsoir à tous les téléspectateurs. Mais une fois de plus, c'est la confirmation, donc le voyage de Macron à Alger, c'est la confirmation que la France-Afrique est à l'agonie. Donc il faut encore essayer de faire un peu de lobbying pour voir si c'est possible d'organiser une déstabilisation de dernière minute. Mais de toute façon, je crois que au niveau d'Alger, ils savent ce qu'il y a à faire. Parce que, il faut le dire, l'Algérie, leur allié sécuritaire de première heure, c'est la Russie. Et donc, accepter la main tendue de Macron, c'est contradictoire avec leurs petits accords de l'ombre. Donc, ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce que de toute façon, s'ils recommencent à renouer les petites alliances avec Paris, ils auront les problèmes avec Moscou, ça c'est clair. Donc, c'est déjà perdu d'avance. Bon, après, Macron applique le principe qui dit que qui n'est entré n'a rien. Mais les enjeux sont énormes, il faut le dire. Par contre, en ce qui concerne toujours la position d'Alger, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, au moment où le Mali est en train de se libérer, je crois qu'il y aura une nécessité quand même de demander clairement la position d'Alger sur les accords d'Alger, parce que, faut le dire, la libération totale du Maroc, du Mali, doit mettre fin aux accords d'Alger. C'est clair, parce que les mouvements de l'Azawad, tout ça, c'est en phase avec les accords d'Alger. Et en fait, en réalité, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, on espère juste qu'il y aura de la lumière à ce niveau. Mais, donc, en tout cas, ce qui est sûr, que connaissant les Algériens, ils sont fermes, ils vont envoyer Macron se faire foutre. Mais en ce qui concerne le processus de libération de l'Afrique, et le Mali qui est en train de montrer l'exemple, nous pensons, nous, les panafricanistes et les observateurs aguerris, qu'il faut aller plus vite. Il faut aller vite, en fait, beaucoup plus vite, parce que le temps presse. Et vous voyez, Macron, il joue la montre, parce que
ce sont les dernières minutes de la France-Afrique. Il faut leur donner le coup fatal parce qu'on a besoin d'entrer dans un nouveau monde. Et de toute façon, Alger sait aussi que puisque l'Algérie est en train de cogner à la porte des BRICS, et l'une des clauses non dites pour être acceptée au niveau des BRICS, c'est de mettre fin aux petites alliances floues avec la coalition occidentale. Et donc, je crois qu'au niveau d'Alger, ils en sont conscients. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Et merci beaucoup. Merci à vous, Roland Kenny. Merci beaucoup pour cette analyse. On va vous retourner la parole, Luc Michel. Tout à l'heure, vous analysiez donc le contexte géopolitique de cette visite d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il est possible également pour vous d'analyser pour nous le contexte historique de cette visite? Parce qu'il faut quand même signaler que ce déplacement intervient au terme d'une séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des accords d'Évian du 18 mars 1962 qui, on s'en souvient, avait mis fin à plus de 7 ans de guerre entre les Algériens et les Français et bien sûr l'indépendance de l'Algérie le 5 juin 1962 après 132 ans de colonisation française. Mais le problème, c'est que pour les Français, c'est un dossier historique qui est clôturé, et pour les Algériens, c'est un dossier encore vivant qui est fait de ressentiment et de souffrance. C'est cela que Macron ne comprend pas. Et comme Linda l'a expliqué, les anciens, ceux qu'on appelle les pieds noirs en France, c'est-à-dire les colons rapatriés en 1962, ils sont encore puissants dans la vie politique, en particulier dans l'ancien Front National, qui s'appelle maintenant leur groupement national. Par exemple, celui qui est candidat à devenir remplaçant de Marine Le Pen à la tête du Front National, Louis Alliot, c'est un ancien pied noir d'Algérie. Le maire Front National de Béziers-Médard, c'est un ancien pied noir d'Algérie. Le fameux Éric Zemmour, c'est un ancien pied noir d'Algérie. Tous ces gens, évidemment, ont une hostilité viscérale envers tout ce qui est algérien, qui dissimule derrière une position anti-musulmane. Mais en fait, c'est une haine de l'Algérien et le regret du bon vieux temps des colonies. C'est cela que Macron ne comprend pas. Il voudrait mettre les choses à plat dans un dossier qui est encore une souffrance pour les Algériens. Politique que vous expliquez tout à l'heure et même de cet aspect historique qui, vous le dites, est encore important pour les Algériens, même si pour les Français cela relève du passé. J'aimerais qu'on évoque aussi la question énergétique. Est-ce que quelque part cette question-là ne sera pas aussi au cœur de cette visite, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Algérie, exportateur de gaz de premier plan, justement fournit au moins 11% du gaz consommé en Europe vient de l'Algérie. Est-ce que quelque part l'objet ou l'objectif pour Emmanuel Macron n'est pas de remettre cette question aussi sur la table, surtout dans le contexte de la crise ukrainienne? La guerre du gaz ouverte contre la Russie, elle est en train d'être perdue par les Européens. On sait que cet hiver-ci, il y aura des pénuries, il y aura du froid, il y aura un mécontentement social. Les Russes, d'ailleurs, viennent de décider de peser sur le mécontentement social. L'ancien président Medvedev, qui est vice-président du Conseil de sécurité nationale, il a appelé les Européens, dans le cadre des élections italiennes qui vont avoir lieu prochainement, à punir ceux qu'ils appellent les gouvernements idiots d'Union européenne. Macron espère donc évidemment que les Algériens fourniront ce que les Russes ne fournissent plus par la faute des Européens. Mais ils se trompent parce que, justement, le principal allié en Afrique du Nord de la Russie, c'est l'Algérie. L'Algérie est équipée de matériel militaire russe. Donc pour eux, le conflit pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, elle est alliée de la Russie, d'autant plus que les Américains qui combattent la Russie, ils ont pour allié principal l'ennemi historique de l'Algérie, qui est le Maroc. Dès lors, Macron se fait beaucoup d'illusions, mais n'oubliez pas ce que Poutine avait dit en 2014. Il avait dit que la diplomatie internationale, c'était le langage du mensonge. On ne donnera donc pas une claque publique à Macron, mais il n'a pas grand-chose à attendre. Éclairage de Luc Michel. Alors, Lina Larbaoui, je reviens vers vous, parce qu'il faut tout de même souligner que ce déplacement, cette visite
d'Emmanuel Macron intervient quand même à quelques mois seulement après la visite du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et aussi après la déclaration, et notre téléspectateur le soulignait d'ailleurs tout à l'heure, la déclaration du président Abdelmadi Tebboune qui a évoqué la possibilité justement que l'Algérie adhère au BRICS. Alors, est-ce que vous pensez que les enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron ont quelque chose à voir avec ces deux événements-là? Oui, oui, bien sûr. Et il y a un troisième événement, c'est qu'il y a quelque temps, il y a eu un document qui a circulé concernant, même un article, hein, concernant des autorités françaises, on va dire, plus la DGSE, où on encourageait Macron à aller en Algérie avant la visite du président Tebboune en Russie. Donc forcément, ça a à voir. Mais il n'y a pas que l'histoire du gaz. J'ai laissé l'avantage à notre ami Luc Michel d'en parler. Il n'y a pas que l'histoire du gaz. Le gaz, c'est réglé. Les accords sont avec les Italiens, c'est fait. L'hydrogène, c'est signé, c'est avec les Allemands. Donc, il ne reste pas au niveau énergétique, il ne reste pas grand-chose à la France, puisque les dés sont jetés et c'est fait. Et il est vrai que ce que notre ami Luc Michel disait, la France, la Russie, son principal allié en Afrique, et son principal partenaire, c'est l'Algérie. Donc là-dessus, je pense que c'est fait. Mais il y a d'autres dossiers, ce que je vous disais, c'est la présence de la France en Méditerranée qui est très importante. Elle a perdu toute son hégémonie. Et il y a aussi le Mali, où les Russes sont là. Et il n'y a plus de place pour la France non plus. Elle a perdu de son hégémonie, de son pouvoir. Mais il y a aussi la Libye. La Libye, la France est contre la stabilisation de la Libye, alors que les Américains eux-mêmes, puisqu'ils ont besoin de rétablir les choses, parce qu'ils ont besoin de piller la Libye, donc les Américains eux-mêmes appellent à un vote. Et c'est la France, je vous assure, je vous avais même envoyé l'Afrique médiane concernant le bateau qui devait encore une fois déverser des armes en Libye. Il y a trois implications. Les Américains ont fermé les yeux, mais les deux autres implications les plus importantes, c'est les Émirats arabes et puis la France. Donc, c'est pour saboter qui? C'est pour saboter les Russes, parce qu'ils sont en Libye, et pour saboter les Américains, et pour que les frontières algériennes restent allumées. Et puis comme ça, l'Algérie ne peut pas se consacrer à soutenir le Mali ou aider le Mali. Tout ça est lié. Maintenant, concernant le problème énergétique, et ça m'a été assuré par des gens qui travaillent. Mon oncle lui-même travaillait, il a fait toute sa carrière à la Sonatrach. La France nous a fait la guerre. Tout ce qui se passe dans le Sahel, c'est par rapport à l'énergie. Ils voulaient s'accaparer de tout ce qui est énergie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui lui faire un cadeau. Après quoi? Après tous ces morts que nos soldats, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers sont parlés de nos frères maliens, nigériens, burkinabés. Mais on ne peut pas effacer, mais on ne peut pas prendre une gomme et effacer tout ce mal comme ça. Ce n'est pas possible. C'est ça. Les Français ne comprennent pas ce que c'est que la dignité. Ils ne comprennent pas ce mot. Tout est basé dans l'euro et dans les affaires. Des gens comme Macron, des gens comme Ménard, des gens comme... Mais ils ne comprennent pas ce que c'est que la dignité. Le peuple algérien a payé très cher son indépendance, il la paye encore. La décennie noire nous a coûté très très cher. Vous pouvez me croire que moi-même, mon père était commerçant et on s'est retrouvés à par moment, on avait 1 kilo de pommes de terre pour toute une famille. Je donnais à manger à mes frères et sœurs et je restais, je regardais. On a vécu les pires. On avait de l'argent, mais on nous a fait un embargo. Mitterrand nous a fait un embargo et nous a ramené le terrorisme. Et ça, on ne peut pas l'effacer comme ça. Donc, s'ils veulent du gaz, il faut qu'ils agissent autrement. Il faut qu'ils s'arrangent. Il faut qu'ils nous retirent tout leur... Mais tout ce qui est dans Sahel, les terroristes avec leurs mobilettes, c'est ça qu'il faut faire.
Et Ménard, je conseille un livre qui s'appelle La ferme des disparus, et comme ça on va découvrir qui est Ménard et qui était son père. Il s'amusait le dimanche quand il était sous avec ses potes à aller casser ce qu'ils appelaient hein, l'arabe. Et ils chassaient les gens comme ça dans la rue, ils les emmenaient dans une ferme et puis il les tuait. Il les tuait en les torturant. C'est ça qui est Ménard. Donc ces gens-là sont toujours au pouvoir. Et puis Ménard, qui est fils de tueur, lui-même tueur, il veut se mettre exactement comme moi à, à la même. Ce n'est pas possible. Ça, il faut que les Français le comprennent une fois pour toutes et Macron au-dessus. Il faut qu'ils le comprennent. Le gaz, ils l'auront via l'Italie. S'ils veulent, ils rachètent à l'Italie. Mais c'est tout. Il y a des accords qui sont signés maintenant. Pour toutes ces explications. Luc Michel, à moins de 10 minutes de la fin de l'émission, j'aimerais tout de même revenir sur un aspect pas moins important que je voulais vous poser en début d'émission. Alors, cette visite d'Emmanuel Macron à Alger et à Oran, selon vous, est-ce qu'elle pourra définitivement ou alors en définitive permettre de dissiper les malentendus justement qui existent jusqu'ici dans la relation franco-algérienne, selon vous? Non, tout simplement parce que les gens ne mettent pas le même contenu sur les mots. Pour Macron, c'est une question de mémoire, d'histoire. Il parle de commission d'historiens, etc. Pour les Algériens, c'est de la géopolitique en action. Le problème n'est pas le même. Le problème d'Alger vu de Paris ou le problème d'Alger vu d'Alger, c'est deux choses totalement différentes. Ajoutons à cela qu'évidemment, toute l'Afrique du Nord est en train pour le moment de connaître une révolution géopolitique. La domination qui était celle des Américains sur l'Afrique du Nord depuis la chute de la Libye, elle est terminée. Le Maroc est en train de prendre ses distances. La Tunisie est en train de prendre ses distances. L'Algérie est plus que jamais du côté de la Russie. Il y a maintenant un axe Alger-Bamako. Tout cela fait que c'est une géopolitique vivante. Mais pour la France, l'Algérie, c'est uniquement une question historique que l'on considère comme morte, une question du passé. À partir du moment où deux interlocuteurs ne mettent pas la même valeur au mot et le même contenu au mot, ils ne sauraient pas s'entendre. On comprend bien vos analyses. Hein. Cela voudrait peut-être dire qu'on sait que les relations entre Paris et Alger sont au plus bas depuis précisément septembre 2021. Mais est-ce que cela voudrait dire que ces relations, justement, vont perdurer dans ce coup de froid? Est-ce qu'elles vont s'améliorer selon vous alors ou elles vont rester au plus mal? Je ne vois pas une amélioration, d'autant plus que la France est en recul dans tout l'ancien Bécari français. Ils sont chassés du Mali. En Centrafrique, on cherche à les éjecter. Ils ont des populations qui manifestent contre eux au Burkina Faso, même en Côte d'Ivoire et au Tchad. Dans un contexte varié, évidemment, je ne crois pas que les relations pourraient s'améliorer, d'autant plus qu'il y a le facteur russe qui doit être compris dedans. Et la Russie est engagée dans un combat pour tenir l'hégémonie dans toute l'Afrique, en particulier dans l'Afrique du Nord. Il y a un combat géopolitique actuellement pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. La Méditerranée orientale a été neutralisée par l'axe Sébastopol-Tartous par la flotte russe. Et maintenant, les Russes avec les Algériens, ils sont au combat pour neutraliser la Méditerranée occidentale. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est l'amiral américain, il s'appelle Goto, 3 du nom, c'est une famille d'amiraux américains. C'est l'amiral qui commande toutes les flottes américaines en Eurasie, en Afrique et en Méditerranée. Le fait que la Russie ne renoncera pas à ce combat pour la Méditerranée occidentale fait qu'il n'y a pas d'accord possible à long terme. Mettre la clé sur le paillasson et vous permettre de dire un dernier mot tous les deux, Lina Labaoui, Luc Michel. Je vous propose d'écouter avec nous cet extrait, ce petit extrait du président français Emmanuel Macron, et puis on revient.
Voilà, on n'aura peut-être malheureusement pas cet extrait du président français Emmanuel Macron, en tout cas peut-être bien. Mais alors, Luc Michel, pour sortir, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du facteur russe? Est-ce que selon vous, la guerre, je veux dire la crise ukrainienne, et bien sûr aussi l'approvisionnement en gaz des Européens sera l'un des sujets majeurs hein, de cette visite entre les présidents franco-algériens? Luc Michel, est-ce que vous m'entendez? Mais il faut constater quelque chose, c'est que depuis le premier jour de la guerre en Ukraine, on est entré dans un nouveau cycle géopolitique. Le temps de la domination occidentale est révolu. Le temps de la domination du bloc américain occidental et de la France, gendarme de l'Afrique, c'est terminé. Aujourd'hui, 82% de la population mondiale a refusé l'isolement et suit la Russie. Que ce soit les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, les non-alignés, le G20. Dans ce contexte géopolitique, évidemment, la France, qui a ce passif de gendarme de l'Afrique et ce passif colonial, n'a plus grand-chose à espérer de l'Afrique. Cet extrait du président français Emmanuel Macron, et puis on revient. Enfin, c'est la troisième remarque que je voulais faire, c'est une amplification de la dynamique collective que nous avons obtenue à N'Djamena. Pau avait marqué l'avènement d'une coalition internationale dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est cela que nous poursuivons avec des avancées très concrètes. D'abord, sur le plan militaire, la participation d'un nombre sans précédent de partenaires à ce sommet, en particulier les États contributeurs à la Task Force Takuba. Takuba, je vous le rappelle, c'est notre volonté, sur la base de ce que nous avons avec la Task Force Sabre, d'avoir une force d'intervention où la France aura un rôle pilier, où nous serons très investis, avec plusieurs centaines de combattants, mais d'agréger autour de nous des Européens, des internationaux. On a aussi proposé à des États, en particulier de la région et les États côtiers, de se greffer à cette force. Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba comporte désormais 9 partenaires, France, Suède, République tchèque, Estonie, Italie, Danemark, Portugal, Belgique et Pays-Bas. Et elle suscite l'intérêt d'un nombre croissant de pays, en particulier d'Europe de l'Est et du Sud. J'ai eu également, ici même, il y a quelques semaines, la confirmation du président serbe de se joindre à celle-ci. Nous avons également plusieurs pays européens, la Hongrie ou la Grèce, pour ne citer qu'eux, qui sont volontaires pour rejoindre cette task force. Ensuite, lors de ce sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un premier signal aussi de réengagement de la nouvelle administration américaine avec un message vidéo du secrétaire d'État Blinken. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain, dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter des engagements supplémentaires au profit du Sahel. La priorité opérationnelle, pour conclure, donc, des mois à venir, c'est de nous donner tous les moyens d'accompagner cette dynamique et de produire des avancées irréversibles. Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu, mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat, car elles seront d'abord le fruit d'une discussion collective avec nos partenaires sahéliens et avec les partenaires qui ont accepté de nous suivre, et elles seront fonction des résultats obtenus et du degré d'engagement. Merci beaucoup à la réalisation pour cet extrait d'Emmanuel Macron. Alors, Linda Larbaoui, très rapidement, un mot pour sortir de cette émission, notamment sur ces déclarations du président français Emmanuel Macron que nous venons d'entendre. Gros mensonge. Macron a annoncé une chose qui n'est pas vraie. L'Algérie ne compte pas reprendre la collaboration avec le gouvernement marocain. Je ne parle pas des peuples, je parle des deux gouvernements. D'ailleurs, il y a eu un démenti de la part du ministère des Affaires étrangères et de la présidence concernant ce gros mensonge. Et puis surtout, le peuple, là je parle du peuple algérien, en majorité, il ne veut plus entendre parler du Maroc tant que le Maroc est sous domination et tant que le Maroc est sous interdépendance.
jusqu'en 2056, ils ne sont pas indépendants. Donc, on ne veut pas entendre parler d'eux parce que tout le mal est venu de là, de cette frontière. Elle est fermée et c'est très bien comme ça. Et le jour où ça changera au Maroc, eh ben, on verra. Mais pour le moment, c'est un gros mensonge. Réellement, il y a eu deux démentis, la présidence et le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, concernant les relations avec la France, concernant ces relations-là, il faut que la France revoie son logiciel. Il faut que les Ménard et compagnie, tout ça, oublie ce que Monsieur le Président Tebboune l'a dit. Il faut qu'ils oublient que l'Algérie a été un jour occupée par la France. Ça, il faut qu'ils l'oublient. Et à partir de ce moment-là, on pourra envisager de voir comment on peut changer les choses. Pour le moment, il n'y a rien qui changera, je vous assure. Concernant les hydrocarbures, le gaz et concernant aussi l'armée. L'armée algérienne ne travaillera jamais avec l'armée française. Et merci beaucoup. Et au revoir. Oui, merci beaucoup pour toutes vos analyses et explications. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette autre édition d'Appel sur le continent, la première de cette semaine. Luc Michel, un mot de fin pour sortir de l'émission et peut-être un mot sur ces déclarations d'Emmanuel Macron que nous venons d'entendre. Il agite des projets géopolitiques dépassés. Il compte en particulier réactiver le G5 Sahel avec le Tchad. Il y a eu cette semaine à Moscou la conférence internationale sur la sécurité. Le Tchad était présent et était salué par Poutine comme un pays ami. Voilà ce qu'il faut retenir. Macron fait beaucoup de mensonges, il parle beaucoup. Il n'y a pas grand-chose de vrai dans ce qui est là-dedans. Il ment aux Français, il ment aux Européens, il ment aux Africains. C'est un serial menteur. C'est quelqu'un sur lequel on ne peut pas faire confiance. Aux analyses qui met un terme à cette toute première édition de la semaine d'Appel sur le continent. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent et je vous dis à demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. Au revoir. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne